Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Couleur Planète s'intéresse à la situation politique du Congo-Brazzaville. Le Congo est un pays d'Afrique centrale situé sous l'équateur, d'une superficie de 342 000 km², ce qui équivaut à la superficie de l'Allemagne. Sa population représente 4 300 000 habitants, répartis pour la moitié dans les deux principales villes du pays, Brazzaville, la capitale, située au bord du fleuve Congo, et Pointe-Noire, la capitale économique, située au bord de l'océan Atlantique. Le Congo est un pays plutôt bien doté en ressources naturelles. D'abord les ressources hydrographiques, dont les deux bassins principaux sont celui du fleuve Congo et celui du fleuve Kwilu. Les ressources fluviales par habitant sont évaluées à environ 53 000 m3. Pour comparer à la France, les ressources en eau se situent autour de 3 000 m3 par habitant. La forêt équatoriale recouvre les 2/3 du pays, comportant des ressources précieuses, semi-précieuses comme l'okoumé, le sapeli et le limba. Il y a aussi des ressources minières, d'importantes ressources minières, de fer représentant 6% des réserves mondiales. On trouve également des mines de diamants, de cuivre, d'or. Enfin, le pétrole, presque exclusivement situé en offshore. Sa production le classe 6e pays producteur d'Afrique. Toute l'économie congolaise repose sur la production de pétrole et son raffinage. Elle représente 90% des exportations, 70% du PIB et 75% des recettes budgétaires. Donc on peut dire que le Congo est riche. Mais paradoxalement, pas ses habitants. La moitié de sa population vit avec moins de 1,25 $ par jour, c'est-à-dire sous la barre du seuil d'extrême pauvreté. Et un tiers de la population du Congo est sous-alimentée. Situation d'autant plus paradoxale qu'en plus d'un réseau hydrographique dense, le Congo possède 10 millions d'hectares de terres arables, dont seul 2% est exploité. Aujourd'hui, des manifestations s'organisent contre le pouvoir en place. En effet, le président Denis Sassou Nguesso souhaite changer la constitution de 2002 pour lui permettre de se représenter aux élections présidentielles prévues en 2016. Pour nous éclairer sur la situation politique au Congo, nous recevons aujourd'hui M. Guy Milex Mbonzi, directeur de publication du journal La Trompette et fondateur de La Voix du Peuple, qui fait l'objet aujourd'hui d'une suspension depuis le 30 juin 2015. Bonjour M. Guy Milex Mbonzi. Bonjour. Donc M. Guy Milex Mbonzi, quelle est la situation aujourd'hui à Brazzaville ? La situation à Brazzaville se résume notamment à la volonté du président Sassou qui veut briguer un 3e mandat anticonstitutionnel. En effet, la constitution du 20 janvier 2002 interdit au président Sassou de concourir à nouveau à l'élection présidentielle en 2016 parce que l'article 57 est clair en disant que le mandat du président de la République est de 7 ans renouvelable une seule fois. Et l'article 58 fixe l'âge du candidat à la présidence de la République de 40 ans à 70 ans. Or, il s'avère le président Sassou, qui est né en 1943, en 2016 fera plus de 70 ans et il ne peut donc se présenter à une élection présidentielle. Ces deux articles sont verrouillés par un autre article, l'article 185, qui parle de la révision de la Constitution et cet article rend intangible l'article 57 qui concerne le nombre de mandats parce qu'il dit que la forme républicaine de l'État, le caractère laïque et le nombre de mandats ne peuvent faire l'objet d'une révision. D'accord. Donc, cette initiative ne peut ni être amorcée ni poursuivie. Voilà ce que l'article 185 dit. D'accord. Mais aujourd'hui, Sassou Nguesso a appelé les Congolais à venir voter le 25 octobre. Pensez-vous que ce référendum va pouvoir se tenir ? La constitution du 20 janvier 2002 fixe les prérogatives du président de la République et cette constitution définit dans quel cas le président de la République peut appeler à un référendum, notamment lorsqu'il s'agit de la ratification d'un traité ou de l'organisation des pouvoirs publics. Donc il ne ressort en aucun cas dans cette constitution que le président de la République peut appeler le peuple à un référendum pour le changement de la Constitution. Oui, donc ça c'est la théorie, on va dire. Mais en fait, là, les élections normalement vont se tenir le 25. Vont-elles se tenir ? Est-ce que l'opposition, quel va être le rôle de l'opposition là actuellement aujourd'hui ? Quel est son rôle ? C'est vrai que l'opposition essaie tant bien que mal à mobiliser les populations contre ce référendum. Reste à savoir si sur le terrain, les populations auront réellement la capacité d'empêcher le président Sassou de tenir l'élection.
parce qu'il faut reconnaître que le président Sassou est un chef d'État surarmé. Il est très armé jusqu'aux dents et il est prêt à éteindre tous les feux qui peuvent s'allumer pour lui empêcher de faire son passage en force. Il a encore la maîtrise totale des services de sécurité et de l'armée. Il y a peu de défections dans son propre camp, donc on peut croire que ses rangs restent encore serrés. Il est donc difficile de ce fait que l'opposition mobilise le peuple et empêche le président Sassou de tenir un référendum. D'autant plus que la population congolaise aujourd'hui a quasiment peur. Elle vit dans une peur permanente, eu égard aux guerres récurrentes, les guerres civiles que le Congo a connues par le passé. Donc, c'est des gens qui ont été déjà confrontés, qui ont déjà croisé le fer avec le président Sassou. Et donc, peu sont aujourd'hui décidés à se mettre dans la rue. Et donc, la communauté internationale, quelle est sa position par rapport à cette situation ? Bon, mais la position qui semble un peu ambiguë aujourd'hui, c'est celle de la France. Parce qu'au départ, la France a recommandé le consensus aux hommes politiques. Si le président Sassou voulait changer la constitution, il fallait qu'il y ait un consensus de toute la classe politique congolaise pour le faire. Le consensus n'a pas été obtenu. Et curieusement, nous avons lu le dernier communiqué du Quai d'Orsay qui recommande la transparence électorale dans le cadre du référendum du 25. Donc, nous assistons presque à une démission de la part de la France, ce qui ne devait pas être le cas parce qu'aujourd'hui, les Congolais se disent que c'est la France qui a ramené le président Sassou aux affaires en 1997. Donc, c'est donc de sa responsabilité de lui faire respecter aujourd'hui l'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso a été reçu à l'Élysée il y a quelque temps, il y a très peu de temps. Tout à fait. Je pense qu'il sera en France en décembre pour le sommet sur le climat. Donc, autrement, qu'est-ce qu'on peut espérer si toutefois des élections pouvaient se tenir au Congo ? Quel avenir on peut espérer au Congo avec les différentes forces politiques d'opposition qu'on a actuellement ? Bon, mais je pense qu'un avenir serein n'est pas envisageable au Congo parce que le président Sassou ne fait qu'accroître des mécontents. Dans d'autres camps, il y a plusieurs mécontents et avec des mécontents, on ne construit jamais une république. La démarche du président Sassou actuellement, ce n'est pas un exemple pour l'avenir parce que nous souhaitons que l'Afrique puisse intégrer définitivement le principe de l'alternance politique, c'est-à-dire quand un chef d'État a fait ses 2 mandats, gentiment, calmement, il cède la place à une autre personne. Nous ne voulons plus que l'élection présidentielle soit l'objet de débats ou de crises ou de guerres civiles. Or, il s'avère qu'ici, le président Sassou a bien fait ses 2 mandats, il ne veut pas partir, et nous craignons fort que cela devienne une jurisprudence pour d'autres politiques dans l'avenir ou pour d'autres chefs d'État qui arriveront, après avoir accompli leurs 2 mandats, penseront qu'il faut aussi changer la Constitution. Et donc, nous sommes en train d'inaugurer l'ère d'une instabilité politique au Congo-Brazzaville. Et donc, je ne peux pas dire que l'avenir du Congo-Brazzaville sera serein. Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme réaction, par exemple, de l'UPADS, du MCDDI, parti d'opposition, qui ont été au pouvoir, d'ailleurs l'UPADS en 93. Que peut-on attendre de leur part, Bon, mais vous savez, un parti politique, c'est tout d'abord une figure emblématique. Et en ce qui concerne l'UPADS, la figure emblématique, c'était le président Pascal Lissouba. Or, il s'avère le président Pascal Lissouba aujourd'hui en exil et je ne pense pas qu'il joue encore de ses facultés pour pouvoir diriger le pays. Maintenant, celui qui l'a remplacé, M. Pascal Tsatima Biala, de mon avis, ça n'engage que moi. Je pense qu'il n'a pas la poigne de Pascal Lissouba. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne le MCDDI, il y a eu Bernard Kolela, on sait bien que c'est l'opposant historique au Congo-Brazzaville. Son fils, aujourd'hui, l'a remplacé. Mais seulement, le parti, le MCDDI, est aujourd'hui en proie à une guerre interne. D'aucuns pensent que c'est le président Sassou qui dirige le parti parce qu'il a démis
Monsieur Parfait Kolela pour lui remplacer par son frère cadet qui est Landry Kolela. Aujourd'hui, le MCDDI est divisé du point de vue politique, mais la famille Kolela aussi est divisée aujourd'hui. Donc, c'est deux camps qui se regardent en chien de faïence et un parti, une maison qui se divise déjà en son propre sein ne peut pas subsister. Je ne pense pas que ces partis ont encore la capacité de mobilisation d'hier et Pascal Tsatima Biala, surtout, je parle du cas de Parfait Kolela, c'est quelqu'un qui a été ministre du président Sassou, il vient à peine de partir du gouvernement, il doit beaucoup aussi au président Sassou. Et je ne sais pas s'il peut vraiment aller jusqu'au bout de sa logique. Donc ça, c'est un point. D'un autre côté, il y a M. André Okombi Salissa, qui est membre du PCT, donc du parti au pouvoir, mais qui combat Sassou de l'intérieur. Lui, il a toujours pensé que le président Sassou ne devait pas briguer un troisième mandat. Il devait permettre à une autre personnalité du parti au pouvoir de prendre les rênes du pays. Et donc, il combat le président Sassou de l'intérieur. C'est un homme courageux. C'est un ancien chef de la milice Cobra. Et je pense que c'est un grand mobilisateur aussi parce qu'il a tenu la jeunesse du PCT, du parti au pouvoir pendant longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, ces trois forces, l'UPADES, le MCDDI, les forces acquises à André Okombi Salissa sont aujourd'hui, comme qui dirait, des pots de banane sur la route du président Sassou. Mais reste à savoir si réellement ces gens-là pourront aller jusqu'au bout de leur logique et pourront destituer le président Sassou ou l'empêcher de réaliser son référendum. Pardon. Vous avez fait référence tout à l'heure aux Cobras, justement, et maintenant, que sont devenues ces anciennes milices, les Cobras, les Ninjas et les Cocoy C'est vrai que ces milices ont été démobilisées, ont été désarmées, mais quelles ont été les consignes à l'époque du désarmement? Les chefs disaient aux miliciens, si vous avez 10 Kalachnikov, remettez 5 à la démobilisation, enterrez 5. Donc on peut toujours croire qu'aujourd'hui, ces milices peuvent toujours se réarmer s'ils veulent, ils peuvent toujours se remobiliser. Il y a un autre acteur important aussi qu'on n'a pas parlé, c'est le pasteur Ntoumi aussi, qui a quand même fait beaucoup de dégâts dans les précédentes guerres. D'accord, mais la position du pasteur Ntoumi aujourd'hui, il est dans une situation un peu inconfortable, dans le sens où, après avoir signé les accords de paix avec le pouvoir en place, dans le cadre de ces accords, il a été nommé délégué général pour la promotion des valeurs de paix et la réparation des séquelles de guerre. Donc vous voyez bien qu'il a la lourde tâche de promouvoir la paix. Et une personne qui est là pour promouvoir la paix ne peut plus encore appeler à la guerre. Donc je ne pense pas qu'il peut être l'initiateur d'une révolution. Mais il a donné il n'y a pas longtemps, au courant de cette semaine, une conférence de presse où il s'est opposé au référendum constitutionnel et il demande aux gens de s'opposer, mais pacifiquement. Donc d'organiser des sit-ins et ainsi de suite. Vous voyez bien là que nous ne sommes plus au même Ntoumi de l'époque, qui pouvait aller jusqu'à un affrontement armé contre le président Sassou. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut craindre là? Donc la population, imaginons que la population descende dans la rue et que Sassou sorte l'armée, enfin sorte ses armes. On peut craindre le pire. Tout à fait, parce que je connais bien la population congolaise. Si elle se met dans la rue et que le président Sassou recourt à une répression, très vite la répression peut tourner en une guerre civile, parce que les populations congolaises sont composées de beaucoup d'anciens tenants d'armes qui ne vont pas se laisser faire face à la police et l'armée. Donc il faut craindre que la situation du Congo-Brazzaville bascule vite en une guerre civile s'il y a une répression très dure du pouvoir. Bon, maintenant, quant à la guerre civile, c'est bien d'aller à une guerre civile, mais c'est la gagner qui est un problème. Nous avons déjà il y a déjà eu des guerres civiles contre le président Sassou au Congo, et le président Sassou a continué à diriger le pays. Parce qu'il faut reconnaître une chose, il est difficile aujourd'hui pour des gens qui combattent le président Sassou de le destituer de l'intérieur. L'expérience a montré au Congo-Brazzaville que même quand il s'est agi de Pascal Lissouba, qui était civil et qui était en guerre avec Denis Sassou Nguesso, qui était général d'armée, le général d'armée Denis Sassou Nguesso n'a pas pu gagner la guerre face à un civil. Il a donc fallu l'intervention de la France avec son bras armé, l'Angola,
pour pouvoir venir à bout du régime de Pascal Lissouba. Il fallait bien c'est parce qu'on a prêté main forte au président Sassou qu'il a gagné la guerre. Aujourd'hui, la situation, c'est l'inverse. C'est le général d'armée qui est aux affaires, qui est là bien assis, qui tient les services, qui tient l'armée. Et donc, il faut être ignorant pour croire que des civils vont l'enlever au pouvoir sans une intervention militaire ou sans une aide militaire d'un pays étranger. Donc ça, je ne crois pas à ça. Et alors donc, vous faites allusion aux différentes choses qui se sont passées, aux différentes guerres qui ont amené Sassou au pouvoir et à l'intervention de la France. Tout à fait. Vous pouvez nous éclairer un petit peu Ça veut dire que la France a quand même des intérêts importants au Congo ? Tout à fait. La France a des intérêts importants. Aujourd'hui, le port de Pointe-Noire, qui est un grand port stratégique, notamment dans le golfe de Guinée, a été attribué à Bolloré. C'est Bolloré qui gère le port de Pointe-Noire. Le pétrole du Congo, qui est l'essentiel de la richesse congolaise, tout le budget du Congo est financé à 90% par les recettes pétrolières. Ce pétrole-là, le plus grand partenaire reste Total. Donc la France a des intérêts importants au Congo et je pense qu'à chaque fois, il a essayé de s'immiscer dans les affaires politiques du Congo. Et c'est à la France que revient la responsabilité du retour du président Sassou Nguesso aux affaires. Et je dis bien qu'aujourd'hui, c'est de sa responsabilité de lui faire respecter l'ordre constitutionnel. Donc, il ne peut pas démissionner. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'en 92, François Mitterrand avait fait son appel un peu avant 92 à La Baule, justement, où la démocratie avait commencé au Bénin, et ça avait impulsé cette fameuse démocratie au Congo avec la conférence nationale, tous les petits partis politiques qui s'étaient créés, qui a amené à l'élection de Pascal Lissouba. À l'époque, Sassou Nguesso avait laissé le pouvoir. Et malheureusement, on peut croire quand même que s'il n'a pas pu tenir le pouvoir, c'est qu'il a peut-être voulu remettre en cause les accords pétroliers avec Elf à l'époque, différents intérêts français, on va dire. Oui, tout à fait. L'histoire est bien connue, que c'est notamment parce que Pascal Lissouba a cédé des puits pétroliers à la compagnie américaine Oxy que la France s'est retournée contre lui. Et donc je pense que c'est à ce moment-là que la France a commencé à piloter le retour du président Sassou au pouvoir. Et donc à cette époque-là, on parlait beaucoup de la France-Afrique. Maintenant, est-ce qu'elle existe encore, cette France-Afrique ? Bon, la France-Afrique doit toujours exister. Peut-être que maintenant, elle utilise des méthodes plus raffinées, plus fines, mais en tout cas, elle n'a pas été complètement éradiquée. Donc, comment peut-on conclure qu'est-ce qu'on peut attendre de la France Bon, mais ce que nous attendons de la France, le peuple congolais notamment, c'est que la France aide le Congo à intégrer définitivement le principe de l'alternance démocratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chef d'État a fait ses 2 mandats, il a fini, il part, un autre le remplace. Comme ça, lorsque le Congo intégrera ce principe, il y aura la paix et avec la paix suivra le développement. À ce moment-là, les investisseurs français et autres seront à l'aise d'investir dans un pays qui connaîtra désormais une paix définitive. Mais si la France n'aide pas le Congo à sortir de ce trou dans lequel le président Sassou l'a mis, parce qu'il faut reconnaître que le président Sassou est l'un des rares chefs d'État du Congo qui a engrangé autant d'argent. C'est-à-dire que les recettes pétrolières ont quadruplé aujourd'hui quasiment. Le président Sassou a engrangé beaucoup d'argent. Le Congo, chaque année, fait des excédents budgétaires, quelquefois de 1000 milliards et ainsi de suite. Le président Sassou a beaucoup fait en ce qui concerne les infrastructures, mais il faut reconnaître que ces infrastructures ont été surfacturées. Aujourd'hui, il y a un viaduc de 7 km qui a été construit au Congo, mais curieusement, 1 km de ce viaduc a coûté 15 milliards de francs CFA. C'est étonnant, ça ne peut pas être démontré. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Et donc, le président Sassou, lorsqu'il engrange 1000 francs, il met 200 francs au service des populations et 800 francs il met dans sa poche et vous connaissez vous-même au niveau de la France il y a des affaires de biens mal acquis et ainsi de suite, donc il y a un enrichissement illicite et tout ça, c'est bien que la France poursuive le président Sassou
pour les affaires de biens mal acquis en France. Mais au niveau national, au Congo, qu'est-ce que la France est en train de faire? Aujourd'hui, nous constatons que les États-Unis se prononcent un peu plus que la France dans le dossier du Congo. Le président Sassou va à un référendum. Les États-Unis s'opposent déjà au référendum. Même si c'est encore de la théorie, c'est des recommandations. Mais au moins, ils disent quelque chose. Mais que dit la France? La France recommande des élections transparentes dans le cadre du référendum. Or, nous savons bien que le président Sassou n'organise jamais des élections transparentes dans son pays. C'est connu. Depuis qu'il est revenu aux affaires, il n'a jamais organisé une élection transparente. Et lorsqu'une élection est transparente au Congo, le président Sassou ne gagne jamais. En 92, il est sorti 4e derrière Lissouba, Milongo, Kolela, Milongo. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on remet encore une élection transparente là, le président Sassou ne peut pas gagner. Donc, il se maintient simplement parce qu'il a une machine frauduleuse qui lui permet de gagner l'élection. Maintenant, lorsque la France recommande une élection transparente, tout en sachant en avance qu'il ne peut pas accorder au peuple congolais une élection transparente, tout porte à croire que la France donne carte blanche à un 3e mandat du président Sassou. Comment conclure sur ces propos Non, mais je pense que la France ne doit pas abandonner le peuple congolais. Le président Sassou est une créature de la France. Et donc, c'est à la France aujourd'hui que revient la responsabilité de lui faire respecter l'ordre constitutionnel. Voilà tout ce que je peux demander à la France et à la communauté internationale. Eh bien, très bien, je vous remercie, monsieur Guimilex Bonzi, et puis je vous souhaite bon retour à Brazzaville. Merci beaucoup.